Bon, ouais. Par quoi on commence aujourd'hui ? The Strangers, c'est une saga fascinante, portée par des intrus qui vous espionnent avant de rentrer de force dans votre domicile ou l'endroit où vous logez. Ouais, même pendant vos vacances, ils viennent vous faire chier. Et ce qui est terrifiant, c'est qu'ils sont profondément humains. Ils portent de simples masques, vous observent et vous suivent en cachette, vous rendent paranoïaque jusqu'à ce que vous craquiez, et pour être honnête, c'est plutôt eux qui vont vous faire craquer l'ensemble de votre corps, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour chaque opus de la saga, il y a toujours ce petit écriteau en tout début de film qui nous indique que ce que nous allons voir est inspiré de faits réels. Bon, évidemment, c'est pour rendre le film un tout petit peu plus effrayant, et on va pas se mentir, mais ça fonctionne sur certains spectateurs. Mais même si tout n'est pas basé sur une histoire concrète qui serait un peu reproduite plan par plan, on a quand même affaire à des films qui ont été inspirés d'histoires concrètes et qui se basent donc en partie sur des faits réels. Tout d'abord, les multiples homicides de la famille Manson, avec à leur tête le célèbre gourou Charles Manson, qui aurait commandité le meurtre de l'actrice Sharon Tate dans une maison louée pour l'occasion. Les membres sont rentrés par effraction dans la demeure, ont assassiné un total de 5 personnes d'une façon complètement atroce, avant de repartir. Clairement, c'est ce qu'on retrouve dans la saga The Strangers, avec nos intrus qui ressemblent en partie à cette secte un peu hippie dont on vient de parler, qui voyagent avec un van dégueulasse, qui s'introduisent chez les gens pour faire des sacrifices et repartir au petit matin, sans parler du fait que certains des membres ont l'air complètement sous pilon. Et l'autre inspiration principale provient du réalisateur du premier film, qui quand il était petit a vécu une série de cambriolages dans son quartier, et donc comme il flippait un peu, il s'amusait le soir à veiller extrêmement tard, à se mettre du côté de la fenêtre, en regardant au travers de la vitre pour voir si les cambrioleurs allaient pas venir chez lui. Je trouve ça trop mignon parce que le mec c'est devenu le gardien de l'immeuble. Il a 8 ans, le petit là, il est déjà à fond, c'est Jason Statham. Et je trouve que ça donne une autre dimension au film parce que il y a ce côté un peu enfantin, cette peur enfantine de voir des intrus débarquer chez toi, alors qu'ils devraient pas être là, surtout le soir, tu vois, le soir il y a un côté un peu plus en insécurité qui nous effraie tous, et c'est pour ça qu'on adore regarder des films d'horreur le soir, c'est qu'il y a une petite ambiance qui se dessine. Mais en vrai, on fait les mecs, on fait les meufs, mais imaginez là, il est 5h du matin chez vous, vous dormez pas parce que vous êtes en train de geeker sur un jeu, vous êtes en train de regarder un film que vous ne devriez pas regarder à cette heure-là, et tout d'un coup vous entendez quelqu'un qui frappe à votre porte, sauf qu'il est 3-4h du matin, genre tout le monde est censé dormir, et qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous allez ouvrir la porte ? Est-ce que vous vous réfugiez au fond de votre couette ? Je trouve ça fascinant, c'est des peurs enfantines, mais en même temps j'ai beau avoir 26 ans, je suis désolé mais il y a quelqu'un qui frappe à ma porte à 4h du mat, mais moi je suis paranoïaque, genre même si j'ai pas de flingue j'en sors un, je me débrouille pour en sortir un, je serais tétanisé de peur. Ouais, la nuit il y a une dimension presque au-delà du normal, justement c'est pas normal d'avoir quelqu'un qui toque à ta porte à 4h du matin alors que tout est fermé à clé et que t'es censé dormir. Il y a toujours ce côté flippant, et je trouve que d'avoir des films qui exploitent cette peur, c'est vraiment intelligent. La saga se décompose en 2 films pour le moment, The Strangers et The Strangers Prey at Night, avant que 3 autres films ne s'y rajoutent, The Strangers chapitre 1, chapitre 2, et vous l'aurez compris, le chapitre 3. Tout se déroule dans le même univers, et ils incarnent une continuité certaine. La nouvelle trilogie représente un préquel racontant les premiers meurtres des intrus, et donc la création de cette espèce de secte, avant les événements du premier opus, et donc par conséquent, avant les événements de celui qui clôture l'histoire, The Strangers Prey at Night. Voilà la seule et unique chronologie de la franchise. Et comme on connaît déjà le triste sort de nos intrus qui vont tous finir par mourir, bon bah ouais, il ne reste plus qu'à retracer leur origine dans les futurs films qui arrivent d'ici quelques jours, et donc dans la première partie, le chapitre 1. On va donc résumer l'ensemble des films qui sont sortis jusqu'à présent, en essayant de donner un peu de cohérence à l'ensemble de cette histoire et à l'ensemble de cette mythologie des intrus. Comme ça, lorsque le prochain film arrive, bah vous serez prêts et vous connaîtrez l'univers sur le bout des doigts, et ça mine de rien c'est vraiment cool. Et je vous demanderai un maximum de soutien, car comme on parle de films d'horreur et qu'on montre des scènes parfois difficiles, cette vidéo est démonétisée et mise à l'écart par YouTube. Donc pour une fois, je vous invite à soutenir cette vidéo et à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à essayer de faire en sorte de partager cette vidéo si elle vous plaît et si seulement elle vous plaît. Et je vous remercie d'avance pour tous ceux ou celles qui le feront, et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Bon bah je crois qu'il est temps de commencer hein. On commence par le premier film, l'original, sorti en 2008. Nous suivons les personnages de Kristen et de James, qui sont ensemble et ont des petits problèmes de couple assez importants puisque Kristen a refusé la demande en mariage de son compagnon lors d'une soirée plutôt festive. Et c'est ainsi qu'ils rentrent dans une maison qu'on leur a prêtée pour l'occasion.
Car ouais, la soirée est clairement gâchée. Le mec déprime tellement qu'il dévore une boîte de glace à lui tout seul. Je souhaite à aucun de mes soldats de connaître cette situation. Mais Kristen et James, ils s'aiment malgré tout. C'est pas parce qu'elle a dit non que c'est pas la bonne. Si ça vous arrive, fuyez. L'ambiance s'améliore malgré tout, au point qu'ils finissent par commencer à faire ce qu'on fait quand on est amoureux. Mais en cette soirée particulière, le soldat va rester au repos car quelqu'un frappe à la porte alors qu'il est extrêmement tard. On rappelle qu'ils ne sont pas chez eux et que c'est une maison qu'on leur a prêtée pour l'occasion. C'est d'autant plus terrifiant. Une femme mystérieuse se présente et demande si Tamara est là. Tamara est là? Non. Ils lui disent gentiment qu'elle se trompe de demeure et l'invitent à partir. C'était bizarre. Ouais. Et cela signe le début d'une nuit cauchemardesque. Déjà parce que cette mystérieuse femme a plombé encore plus l'ambiance et a mis fin à toute tension sexuelle entre nos deux tourtereaux. Mais surtout parce que des intrus, les étrangers, vont commencer à apparaître jusqu'à tenter de rentrer en force dans le domicile de Kristen et de James. La violence est graduante, cela commence par une jeune fille vous posant une simple question, Tamara est là. avant que cela ne dégénère de plus en plus, parce qu'on vous observe sans que vous ne le sachiez, jusqu'à ce qu'on vous détruise tout moyen de communication avec l'extérieur. C'est ça la beauté effrayante et dérangeante de nos intrus, se concluant par une violence extrême. Notre couple est complètement isolé, seul, face à des individus qui les guettent, et ils ne pourront rien faire face à eux. C'est pas une nuit de cauchemar, c'est une nuit de mort. Au cours de la nuit, James se montre bien plus impulsif que Kristen, quitte à prendre de mauvaises décisions, au point de se faire rapidement avoir par les intrus. En faisant cela, il se condamne lui-même, mais aussi, il condamne sa femme, qui n'a d'autre choix que de se dissimuler dans un placard, en espérant que les intrus ne la trouvent pas. Et c'est ça que je trouve drôle, c'est que Kristen, en refusant le mariage, elle a en partie condamné son couple, et de l'autre côté on a James qui lui, en prenant de mauvaises décisions, en répondant à son impulsivité qui est certaine, il condamne en partie sa femme. Je trouve qu'il y a une ironie du sort qui est assez drôle, bon ça fait du bien un peu de rigoler dans un film qui est aussi sérieux, et puis ça montre ce discours-là que dans un couple, il doit y avoir un équilibre et que les deux personnes qui forment le couple ont des responsabilités vis-à-vis de l'un et vis-à-vis de l'autre. Je trouve que c'est un discours sur le couple qui est plutôt intéressant quoi. Les intrus ont donc capturé notre couple, ils attendent le matin, enlèvent leur masque avant d'attraper différents couteaux de cuisine et de procéder à une espèce de sacrifice plutôt malsain. Dans leur dernier instant, notre couple montre que malgré les disputes, malgré les erreurs, ils s'aiment profondément. Ils meurent, et c'est la fin du film. Ça me dérange pas trop les films qui finissent mal, mais c'est vrai qu'avec celui-là tu finis dépressif hein. Ce qui fait toute la richesse du film, c'est son ambiance, qui rappelle évidemment la filmographie de John Carpenter, et la manière dont il traitait le mal. Tout comme Michael Myers, nos intrus symbolisent le mal à l'état pur. Ils rôdent, se dissimulent dans le noir, avant de devenir de plus en plus puissants, en envahissant complètement la nuit, jusqu'à se fondre dans le monde lorsque le soleil se lève. Ouais, ce dernier plan, c'est ça que ça symbolise. C'est comme si le mal, il n'avait jamais existé. Ils n'ont pas de personnalité propre, ne dégagent aucune émotion. Ils symbolisent le mal, et c'est tout. Et c'est conçu avec une espèce de dimension plus sectaire qui est vraiment dérangeante, puisque cela nous rappelle les tragiques événements qui se sont malheureusement véritablement produits avec la famille Manson. Et puis tout ce côté où il se dissimule derrière les personnages sans qu'ils ne le sachent. On a envie de rentrer dans l'écran et de prévenir les personnages. Mais par pitié, mais regarde derrière toi. C'est pour cela que la comparaison avec Halloween est mortelle, parce que c'est exactement ce que faisait Michael Myers dans le premier opus d'Halloween. Il rôde, observe, jusqu'à se fondre dans la nuit et vous faire du mal, avant de repartir au petit matin comme si de rien n'était. En fait, The Strangers, c'est un peu comme si Michael Myers était aux commandes d'une secte. Merde, mais c'est l'idée du siècle pour le prochain opus d'Halloween. Bon allez, on passe au suivant, prenez une petite vodka pomme ou une petite bière. The Strangers Prey at Night, ou Les étrangers, les proies dans la nuit. Ouais, je suis bilingue. Le film fait suite aux événements du premier opus, et cette fois-ci, nous avons affaire à une véritable famille. Une maman, un papa,
un fils adolescent et une fille adolescente elle aussi qui se prénomme Kinsey. Il y a beaucoup de tensions dans la famille car Kinsey est envoyée en pensionnat car c'est une adolescente en pleine crise et pour renouer les liens, il décide de partir en week-end dans un mobil-home, dans un parc autonome. Et alors qu'il s'installe tranquillement, tout comme dans le premier film, quelqu'un frappe à la porte lorsque la nuit tombe. Is Tamara home? Vous l'aurez compris, on retrouve les mêmes intrus que dans le premier film, avec notamment la présence de cette folle là qui cherche toujours le personnage de Tamara. Qui est Tamara? On n'en a pas la moindre idée, elle est juste folle alliée, qu'elle crève. Hein. L'étrangère se tire, et encore une fois, cela marque le début des problèmes. I don't think anyone else will stand here. She must be lost. Sauf que cette fois-ci, nos intrus se dissimulent moins, et sont clairement dans une stratégie plus bourrine. Les communications avec l'extérieur sont coupées, et les téléphones cassés, et comme dans tout bon film d'horreur qui se respecte, ou pas, les personnages décident de se séparer. Les hommes d'un côté, et les femmes de l'autre, provoquant alors le meurtre plutôt dégoûtant de la maman, sous les yeux de sa propre fille. Ensuite, c'est le papa de la famille qui trinque, avec sûrement l'une des morts les plus atroces. Genre t'es là, t'es immobilisé, tu peux plus rien faire, la personne a le dessus sur toi et donc elle fait ce qu'elle veut de toi. Ça me donne des frissons tout le long de la colonne et tout le long de mon côlon. Il ne reste plus que les enfants, face à l'ensemble de nos intrus qui sont bien supérieurs en nombre. Le grand frère protège sa sœur, et il la protège même très bien, en réussissant à se débarrasser d'une des intrus. Sauf qu'il en reste encore deux, dont le patron des intrus qui est clairement une machine de guerre sortie tout droit des pires forêts vietnamiennes pendant cette fameuse guerre, et évidemment, le grand frère de notre héroïne ne pourra rien faire contre lui. Il ne reste plus que Kinsey qui par chance tombe sur un policier qui ne reste pas en vie très longtemps parce qu'il va se faire non, YouTube acceptera pas que je vous montre ça. Dans sa lutte acharnée contre cette connasse d'intrus, elle saisit un fusil à pompe bien américain et appuie sur la détente. Provoquant alors la mort de l'une des antagonistes de cette histoire, elle en profite pour lui poser une simple question. Why are you doing this? Why not? Ouais, c'est pas la meilleure des répliques. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est pas fini, il reste le boss final, Michael Myers avec un sac de pommes de terre. Et c'est justement lui qui arrive en voiture pour la percuter de plein fouet. C'est plus Michael Myers, mais Dominic Toretto le mec. Il la percute même plusieurs fois avant d'être bloqué, provoquant la fuite de son réservoir à essence. Et là, dans un éclair de lucidité, notre héroïne se souvient qu'elle possède un briquet dissimulé dans la poche arrière de son petit pantalon. Elle le jette, ce qui aboutit à la mort de notre intrus. Et c'est à partir de ce moment que le film explose. Et souvenez-vous quand il nous disait que c'était une histoire vraie, vous allez voir. Malgré l'explosion, le chef des intrus continue de rouler avec sa voiture enflammée. C'est plus Michael Myers ou Dominic Toretto, c'est carrément devenu le Ghost Rider le mec. Malgré tout, il décide de sortir de la voiture et est prêt à buter de sang-froid notre héroïne. Et finalement non, il est trop affaibli et blessé par cette fameuse explosion. Hein? Tout ça pour ça? Kinsey tombe par chance sur une femme qui passait dans le coin, grimpe à l'arrière de la voiture avant que le grand méchant du film ne soit de nouveau de retour. Elle attrape une batte de baseball et la suite appartient à l'histoire avec un grand H. On apprend que son frère est finalement toujours en vie malgré des blessures profondes et soudain, la porte de l'hôpital fait un bruit. Et c'est là que le film vous interroge, vous, les spectateurs. Est-ce que les intrus sont de retour pour finir le travail? Ou est-ce simplement un symptôme de stress post-traumatique et une paranoïa certaine? Comme je vous l'ai dit, la suite appartient à l'histoire avec un grand H. The Strangers Prey at Night est clairement plus rocambolesque que le premier film, on est plus dans le divertissement, on est plus dans l'action, dans la frénésie de l'action, ce qui peut évidemment déplaire à une partie du public qui préfère avoir beaucoup plus peur, qui préfère évidemment la paranoïa de tout l'ensemble du premier film. C'est mon préféré. Voilà, je le dis, je l'admets, c'est mon préféré. En même temps, il y a cette espèce d'ambiance synthwave avec des musiques qui sont vraiment agréables et toute cette direction artistique lors de certaines scènes qui, je sais pas, moi ça me touche. J'aurais aimé filmer dans ce genre d'endroit, dans ce genre de lieu, ça m'aurait vraiment inspiré. Ce film m'inspire.
c'est un film d'horreur qui m'inspire et donc évidemment que je suis pas objectif. Vous avez compris avec tout ce qu'il y a derrière moi, et encore vous avez pas vu mon ordinateur, j'adore les néons, donc moi tu mets des néons dans un film, tu vois quand je regardais John Wick 4 par exemple, il y avait des néons partout, j'étais comme un dingue. Bon, pour revenir à The Stranger Prey at Night, il y a aussi l'héroïne qui est plutôt charismatique et qui fait que évidemment on va beaucoup plus s'attacher au personnage que dans le premier film parce que bah elle est là, donc si elle est là forcément c'est mieux. Mais c'est vrai qu'on perd l'ambiance unique du premier opus, et le côté film à la Halloween ou à la John Carpenter. Les intrus se dissimulent moins, voire même pas du tout. Genre là le frérot, mais il en a absolument rien à foutre. Il cherche à être vu, il cherche la confrontation. On est dans un film bourrin, et presque parfois dans de l'action pure et dure, comme si Mad Max se mélangeait à la franchise. Et j'adore Mad Max, mais je suis pas sûr que pour un film d'horreur à ambiance, ça soit la meilleure des inspirations. En ce qui concerne les nouveaux films, la trilogie se déroule avant les événements des 2 premiers opus, et va se centrer sur la création des intrus, et donc la création de cette espèce de secte. Le réalisateur a dit que nous allons apprendre comment les étrangers sont devenus les étrangers. Et comme on sait que les 2 antagonistes féminins décèdent dans Prey at Night, c'est sûr que niveau tension, bon bah ouais, on sait que l'ensemble des intrus vont survivre à cette trilogie, et qu'il n'y aura sans nul doute pas beaucoup de survivants du côté des personnages, à moins que des potentielles victimes de ces intrus deviennent à leur tour des intrus, genre qu'ils intègrent cette espèce de secte. Je vois pas comment ils peuvent créer une autre surprise en fait. Et puis même ça pose tout un tas d'autres questions. Est-ce que les intrus sont plus nombreux qu'on ne le pense? Est-ce qu'ils commettent des crimes pour quelqu'un? Pour un gourou? Pour quelque chose? Pour un diable? Un démon? Comment les réalisateurs vont réussir à rendre cet univers beaucoup plus complexe, sans pour autant dénaturer les 2 films qui existent déjà? C'est tous les enjeux de cette nouvelle trilogie, et notamment de cet opus qui arrive dans nos salles d'ici quelques jours, et croyez-moi, je serai le premier à poser mes grosses fesses bien grasses, qui sont un peu moelleuses à certains niveaux, je vais pas vous mentir, sur les sièges un peu chauffants du cinéma. J'espère qu'ils seront chauffants, et je serai le premier à en faire une vidéo. Croyez-moi, on n'a pas fini de parler de cette saga. Dans tous les cas, le premier opus de cette nouvelle trilogie s'inspire du premier film de la saga, avec simplement un couple, dans une espèce de maison un peu reculée. Difficile de savoir si ce premier film va raconter la genèse de nos intrus, ou s'il faudra attendre le chapitre 2, voire même le chapitre 3. Tout a déjà été tourné, et cela arrivera rapidement dans nos salles obscures, et si cela fonctionne au box-office, vous pouvez être certain que nos intrus reviendront encore et encore pour d'autres films. Qu'on le veuille ou non, désormais, ils participent entièrement à la culture de l'horreur. Parce que vous étiez à la maison. Eh bien écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande, vous êtes habitué au code de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, enfin bref. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Ce serait la plus belle des récompenses, on va pas se mentir. Bref, c'était Méromain, je vous fais de gros bisous à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite. Et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. C'était Méromain, prenez soin de vous. Mouah, ciao, bene les amis.